thématiques pour terminer, qui sont deux thématiques très différentes l'une de l'autre. La première, le professeur Langlois vient de nous expliquer comment il était délicat, difficile de sécuriser les modalités d'aménagement de fin de carrière sur le plan juridique, et les derniers échanges que nous avons eus à propos de la rupture du contrat de travail et de son éventuelle requalification, demande de requalification par un salarié, montrent qu'effectivement les questions sont presque sans fin. Mais sécuriser de manière juridique est une chose, sécuriser sur le plan économique en est une autre. Bien sûr, ça va un peu de pair. Lorsqu'on risque une requalification d'une rupture en licenciement abusif, on voit derrière toutes les sommes qui sont susceptibles d'être réclamées par le salarié sur le compte de l'employeur, et donc bien évidemment elles ont un impact économique. Mais ce n'est pas à cela que je fais allusion, et je voudrais simplement attirer votre attention sur la sécurisation juridique, économique à l'égard du coût en termes de charges sociales, en termes de risque URSSAF. Et de ce point de vue-là, je crains que autant on puisse avoir une pratique qui soit une pratique hors la loi, pour reprendre l'expression du professeur Pierre Mousseron, autant vis-à-vis de l'URSSAF, je crains malheureusement que les pratiques hors la loi soient rapidement rattrapées par la patrouille. Et à ce titre-là, il y a deux risques sur lesquels je voudrais simplement attirer votre attention et ensuite peut-être ouvrir une discussion avec chacun d'entre vous. Le premier risque, c'est le risque URSSAF lié à la période pendant laquelle on aménage le contrat de travail de l'intéressé, du senior, pour aller vers tranquillement une terminaison de sa carrière, avec de sa part peut-être une acceptation de réduction de rémunération, et auquel l'employeur va immédiatement proposer, ou très souvent proposer, de ce que le salaire chargé pour le calcul des droits à la retraite reste en référentiel théorique le salaire plein. Et donc on voit bien qu'il y a un effort fait par l'employeur à surcotiser sur une rémunération qui n'est pas la rémunération effectivement accordée à l'intéressé, qui a accepté bien sûr une réduction de sa rémunération de manière à rendre le mécanisme globalement attractif à la fois pour l'entreprise et pour le salarié. Et de ce point de vue-là, eh bien, c'est un risque, parce que nous sommes assez mal accompagnés par les textes. Nous sommes assez mal accompagnés par les textes parce que, bien évidemment, un inspecteur URSSAF, il verra immédiatement un avantage financier reçu par le salarié qui se voit des cotisations payées par son employeur sur une rémunération allant au-delà de la rémunération effectivement brute perçue par lui et donnant lieu à son net par la suite. Et donc là, il y a un risque majeur d'y voir un avantage financier qui, du coup, sera réintégré dans l'assiette des cotisations et qui devra, à ce moment-là, donner lieu à un redressement de l'entreprise. Sur 3 années de vie d'un tel aménagement conclu avec le salarié, multiplié par X salariés dans l'entreprise, ça peut au bout du compte faire beaucoup d'argent à payer dans le cadre de ce type de redressement. Et de ce point de vue-là, bien sûr, c'est un risque qu'il faut prendre en considération. Dans le même temps, est-ce que je vais prendre le risque de faire un rescrit social et d'interroger l'URSSAF sur ce que j'envisage de faire avec tel ou tel salarié de façon à me couvrir? Vous trouverez rarement un conseil donnant cette action, enfin, ou préconisant cette action à l'employeur en direction de l'URSSAF. Pourtant, ce serait effectivement peut-être une manière de sécuriser la situation de l'entreprise. Et la même problématique se pose avec le risque de redressement sur l'avantage des cotisations Agirc-Arrco, puisque bien évidemment ce qui va être fait en termes de cotisations pour la retraite de base, pour l'assurance vieillesse du régime général, l'employeur va proposer qu'il en soit fait de même pour l'Agirc-Arrco. Alors l'Agirc-Arrco a des textes qui sont des textes qui lui sont propres, et de ce point de vue-là, il semblerait que sur le plan juridique, nous soyons davantage armés pour éviter la requalification davantage en espèces que recevrait le salarié par un tel biais, un tel mécanisme. De ce point de vue-là, je vous renvoie à une très belle étude qui a été réalisée par maître Pascal Baron du cabinet Rigaud Avocat et qui a participé à un ouvrage collectif qui a été publié
chez LexisNexis et dont Planète Sociale est à l'origine et qui s'appelle « L'entreprise et le financement de la protection sociale » et où elle a consacré tout un chapitre de l'ouvrage sur ces modalités d'aménagement de fin de carrière et les risques à la fois juridiques et des risques sociaux, du risque URSSAF, qui les accompagne. Et dans le cadre de notre groupe de travail, de notre groupe de réflexion, elle est venue d'ailleurs, à l'occasion de 2 séances, venue nous expliquer ces risques de façon à ce qu'on les ait bien en conscience et qu'on les prenne en considération. Donc bien sûr, ce que nous proposons, c'est que si de tels dispositifs, tels qu'ils ont été imaginés par le groupe, venaient demain à trouver concrétisation, que ce soit de par la loi ou que ce soit par le biais d'accords collectifs d'entreprise, qui leur donneraient un corpus juridique des plus solides, il faudrait bien évidemment l'accompagner d'une précision dans le Code de la sécurité sociale pour venir préciser que dans l'hypothèse où un salarié qui voit sa rémunération diminuer, mais qui a par ailleurs un accompagnement de l'employeur qui fait que les cotisations à la fois sur le régime de base et à la fois sur le régime Agirc-Arrco, c'est le même, ne donne pas lieu à un avantage et donc ne donne pas lieu à un possible redressement. Ça, c'est un premier point. Le second, toujours dans cette thématique de la sécurisation économique liée au risque URSSAF, c'est la sortie. C'est la sortie. Parce qu'au moment de la sortie, on peut bidouiller tant qu'on veut et effectivement essayer de requalifier, même imaginer des CDD seniors qui verraient finalement la sortie du salarié résultant de la simple survenance d'un terme. Il y a à la fin une indemnité de rupture auquel le salarié, lui, n'est pas prêt à renoncer. Donc, bien évidemment, il faudrait voir de quelle manière, s'il y avait un cadre législatif demain ou un cadre conventionnel, de quelle manière tout cela devrait être organisé sur le plan du droit du travail. Mais bien évidemment, ça pose immédiatement aux spécialistes du droit de la protection sociale la question de la qualification sociale et donc du régime fiscal et social applicable à cette indemnité de rupture, dans la mesure où il s'agirait d'une indemnité de rupture d'un tout nouveau genre. Et figurez-vous qu'on est déjà, à l'heure où je vous parle, dans cette problématique. On est déjà dans cette problématique. Pourquoi ? On est déjà dans cette problématique parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont mis en œuvre des accords de mobilité. Et dans le cadre des accords de mobilité, ont adhéré à ces accords de mobilité un certain nombre de salariés qui ont vu dans ces accords de mobilité la manière d'aménager pour eux leur fin de carrière. Et avec, à la sortie, une rupture de leur contrat de travail qui a donné lieu à une indemnité de départ à la retraite, faisant directement suite au congé de mobilité, et qu'ils ont déclaré sur le plan fiscal, comme l'entreprise l'a elle-même déclaré, comme une indemnité de mise à la retraite. Et là, à la fois les salariés, les anciens salariés, les retraités, ont été rattrapés par le fisc, et les entreprises, un certain nombre d'entreprises, ont été rattrapées par l'URSSAF. Au motif de quoi ? Au motif que le salarié a adhéré au congé de mobilité et qu'en adhérant au congé de mobilité, il a accepté le principe de sa rupture, ce qui permet au fisc dans un premier temps, à l'URSSAF dans un second temps, de requalifier la rupture, non pas de mise à la retraite par l'employeur, mais de départ volontaire à la retraite, avec le régime fiscal et social de l'indemnité de départ volontaire à la retraite, et qui est bien évidemment un régime qui n'avantage ni le salarié et qui fait l'objet à ce moment-là d'un redressement fiscal sans commune mesure, puisqu'en plus le fisc il va avec la main lourde, c'est-à-dire qu'il qualifie la situation comme faisant état d'une mauvaise foi, donc avec des majorations de retard liées à une mauvaise foi du salarié, en lui reprochant d'avoir mal qualifié l'indemnité de rupture dont il a bénéficié. Et puis pour l'entreprise, bien sûr, une requalification avec un redressement classique et qui, multiplié par le nombre de salariés concernés dans ce type de situation, donne lieu à... Donc, ce que je décris comme type de risque est déjà une réalité. Alors, pour la petite expérience qui est la mienne, vis-à-vis de l'URSSAF, on a réussi dans un certain nombre de dossiers à leur faire entendre raison, avec un certain nombre d'arguments liés au caractère, d'abord au cadre légal, qui déjà constitue, à mon sens, doit constituer, en tout cas pour l'entreprise, une certaine garantie
de ce que dans la mesure où elle s'est engagée dans un dispositif qui est un cadre qui lui est proposé par la loi, il est difficile ensuite de le lui reprocher. Et puis, par un certain nombre de dispositions et de raisonnements juridiques multiples et variés liés aux modalités même de la rupture qui, en tant que telles, ne peuvent pas s'apparenter à un départ volontaire à la retraite. Mais sur le fisc, là, c'est plus incertain. Pourquoi c'est plus incertain? Tout simplement parce que le contentieux en matière fiscale, en matière d'impôt sur le revenu, c'est les tribunaux administratifs. Et donc, la fibre sociale d'un tribunal administratif est assez éloignée de celle d'un pôle social du tribunal judiciaire ou d'une deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Voilà, il y a quelques points de suspension sur cette thématique qui constituent déjà sur une réalité. Et donc, bien évidemment, si on fait le parallèle avec ce qui vient d'être dit, des dispositifs, c'est-à-dire, par exemple, pour reprendre le cas du CDD senior, un salarié qui adhère volontairement à un CDD senior et donc qui adhère à un processus de modification de son contrat de travail qui va découler ensuite sur une rupture automatique de son contrat de travail dès lors que le terme en sera la possibilité pour lui de bénéficier d'une retraite à taux plein. Donc ça veut dire qu'il faudra bien évidemment, si un tel dispositif est mis en œuvre, que le législateur intervienne là aussi dans le Code de la Sécurité sociale et dans le Code général des impôts, l'article 80 du ODCS, le fameux article 80 du ODCS, auquel renvoie l'article 242 du Code de la Sécurité sociale, afin que tout ça soit bien évidemment sécurisé sur le plan économique. Voilà pour le premier thème sur la sécurisation économique. Bien évidemment, on peut marquer un petit temps de pause, ou plus exactement de discussion ou d'échange. URSSAF, n'hésitez pas à demander à Philippe Courtier, il a une réponse rapide sur le sujet. Bon, cela étant, c'est vrai que ces dispositifs, les entreprises, elles sont entre le marteau et l'enclume parce qu'on a envie d'innover, mais si on innove de manière un peu trop créative, on risque, alors au-delà des problèmes juridiques de droit du travail, on risque d'avoir un vilain effet tant auprès de l'administration fiscale que de l'URSSAF. L'URSSAF, l'entreprise a l'habitude, c'est pas pour lui faire plaisir, bien évidemment, un contrôle URSSAF avec une possibilité de redressement à terme et donc des discussions avec un inspecteur dans le cadre de la période contradictoire, c'est pas pour lui faire plaisir, mais elle sait faire, elle sait gérer, elle connaît, voilà. En revanche, le salarié qui a adhéré un dispositif de congé mobilité dans son entreprise qui était finalement pour lui et qui lui a été présenté comme tel, comme un aménagement de sa fin de carrière, pour ensuite déboucher sur son départ à la retraite avec l'indemnité de départ à la retraite qui va bien, le régime fiscal et social qui va bien, et qui se voit rattrapé 2 ans après par le fisc qui lui dit « Attendez, on a bien revu votre dossier, on a bien et qui vient le redresser de manière massive, d'autant que l'indemnité, en plus, elle est partie. Souvent, elle est partie. On part à la retraite, et soit on a des projets, soit on distribue aux enfants, on aide les enfants. Donc l'argent est parti. Donc c'est un drame humain. Et le salarié comprend mal parce qu'il a été accompagné par son employeur. Et très souvent, l'employeur était lui-même accompagné par un cabinet de consulting, de conseil, qui, dans ce cadre d'opération, vient à conseiller ce qui se fait de mieux sur la place. Et donc là, bien évidemment, tous ces intervenants sont bien évidemment extrêmement mal à l'aise. Donc ce sont des choses qu'il va falloir suivre de près. Le consultant qui conseille les entreprises sur ces sujets-là vous pose la question, quel est le risque de se faire attraper par la patrouille? Parce que moi, 100% des accords d'entreprise que je lis qui prévoient du congé de mobilité ou du temps partiel en fin de carrière ou dans le cadre de la retraite progressive ou pas, prévoient effectivement une cotisation sur la base de 100% du salaire. Alors, sur le plan statistique, je suis le plus mal placé pour vous répondre. Le plus mal placé. Pourquoi? Parce que moi, ce qui me remonte, c'est forcément, c'est un peu comme le docteur. Un docteur, il voit que des malades. Donc forcément, moi, les cas ou les situations qui me remontent, c'est précisément des entreprises qui, à un moment donné, se sont retrouvées effectivement rattrapées par la patrouille. Après, statistiquement, vous dire sur le nombre d'accords, et certainement par milliers, qui sont signés tous les ans sur ces situations, le nombre d'accords qui font l'objet effectivement d'une étude de l'URSSAF dans ce sens-là, et une appréciation de l'URSSAF dans ce sens-là, j'avoue que je l'ignore. Mais dans le même temps, ça a besoin de sécurisation. C'est-à-dire que quelque part, on ne peut pas laisser... Imaginons que dans la pratique, ce type de risque soit faible. Il n'empêche pas moins que
L'idée, c'est de proposer un dispositif légal qui mette les entreprises, à partir du moment où elles sont dans le cadre des dispositifs existants ou de dispositifs tels qu'ils sont proposés par le comité scientifique de plainte sociale, complètement sécurisés. Ça me paraît essentiel. Merci. Je ne sais pas s'il marche. Ah si. J'ai une question justement, précisément sur ces accords de mobilité qui débouchent sur le versement d'une indemnité de fin de carrière. Là, ce que je comprends pas, c'est que si on parle des accords de mobilité volontaire sécurisés du 1237-18-2, je crois, Oui. Ça prévoit une indemnité versée à la fin, au moins égale à celle du licenciement éco. Et en fait, le 90 DCS, il dit c'est complètement exonéré. Donc, je comprends pas. Oui. Mais alors, du coup, vous avez raison, sauf que on est dans la situation où le départ est la rupture du contrat, donc la fin du congé de mobilité, se voit de manière concomitante avec le départ à la retraite de l'intéressé. Et du coup, l'URSSAF y a vu un motif de requalification des indemnités en indemnités de départ volontaire, et en expliquant qu'à ce moment-là, on n'est pas... En fait, l'URSSAF disqualifie. Alors, il y a un dispositif pour disqualifier. C'est la fraude à la loi. Il y a un dispositif qui permet de disqualifier, qui permet à l'URSSAF de disqualifier. Mais étrangement, l'URSSAF n'est pas allé sur ce terrain-là. En fait, il a simplement disqualifié, quelque part, en expliquant que selon lui, il y a un détournement du congé de mobilité et que de ce fait-là, c'est un habillage. En fait, on a habillé d'un congé de mobilité un départ volontaire à la retraite. Donc l'indemnité doit être requalifiée d'indemnité de départ volontaire à la retraite, donc bien sûr chargée de manière extrêmement différente de celle qui est exonérée dans le cadre du congé de mobilité, avec les plafonds que l'on connaît. Voilà. Mais, la Cour de casse, elle ne s'est pas prononcée. Non, la Cour de casse ne s'est pas prononcée, et dans les quelques dossiers pour lesquels j'ai été l'URSSAF a reculé. Donc c'est plutôt bon signe. Voilà, sans orgueil mal placé. Sans orgueil mal placé. Non, mais on a développé. Alors par contre, on a développé une batterie d'arguments. On a développé vraiment une batterie d'arguments. C'est pas contenté, c'est vraiment de se retrancher derrière le texte de loi et de renvoyer. Non, parce qu'en fait, on a bien compris que c'était une disqualification en fait de la part de l'URSSAF. Et donc de ce point de vue-là, il fallait trouver des arguments pour l'empêcher de disqualifier. Et de ce point de vue-là, on a été entendu. Mais est-ce que dans une seconde vague, on ne va pas voir une autre URSSAF revenir à la charge? Peut-être, peut-être. Il ne faut pas l'espérer, bien sûr. En tout cas, il n'y a pas de politique générale des URSSAF d'aller redresser sur ces accords. Parce que c'est aussi ça, parfois il y a des modes, parfois certaines URSSAF... au niveau régional, vont se passionner sur certains sujets et vont se cartonner toutes les entreprises du coin. C'est merveilleux, on le sait. Mais en tout cas, effectivement, ce que dit Philippe Courtier, ce que l'on dit, c'est qu'en l'état, faute de jurisprudence de la Cour de cassation, ce serait quand même pas mal qu'il y ait une forme de sécurisation parce que ça reste assez imprévisible. Oui, la plupart, et pour répondre au premier commentaire qui a été fait, la plupart des accords n'appellent pas de redressement de l'URSSAF parce que il regarde autre chose, il s'occupe autrement, et c'est très bien. Malgré tout, on voit que quand certaines URSSAF se sont intéressées au sujet, ça frappe très fort, parce que financièrement, c'est pas rien, ça remet en cause toute l'économie d'un dispositif. Puis, c'était des redressements importants. Pour le moment, il n'y a pas eu de suite, mais on sait qu'il peut y avoir, ça peut être un ballon de sonde, et ça peut amener d'autres redressements. À un moment donné, il y aura une volonté de trouver l'argent là où il est. La direction de la sécurité sociale est à la fois un référent technique, et pour ça, il y a le boss aujourd'hui. Quelque part, on peut féliciter la DSS, elle joue de transparence à travers le boss. Il faut se méfier néanmoins du boss. Il est opposable aux URSSAF, il n'est pas opposable aux cotisants. Et très souvent, la DSS en profite pour faire dire un peu au texte ce qu'ils ne disent pas. Donc là, j'attire votre attention et j'appelle à votre vigilance pour retenir effectivement que le boss est opposable à l'URSSAF, il n'est pas opposable aux cotisants, et que le référentiel reste un référentiel légal et réglementaire, et pas le boss. Ceci étant, néanmoins, on peut se féliciter effectivement d'avoir un outil de la part de la DSS qui techniquement amène la pratique de l'administration. Mais la DSS est aussi un organe politique. Et de ce point de vue-là, jamais la DSS ne demandera à ses URSSAF ou ne pilotera ses URSSAF en direction de tel type de redressement ou tel autre type de redressement. Jamais.
parce que, bien évidemment, ça lui ferait avoir un rôle politique qui peut être un piège, qui peut se retourner contre elle. Donc, de ce point de vue-là, elle ne le fera pas. Par contre, non. Comment ça fonctionne? En fait, une URSSAF, parce qu'un inspecteur a une idée, parce qu'un inspecteur a trouvé scandaleux quelque part une situation avec des indemnités qui étaient importantes et un aménagement où le congé mobilité a servi qu'à faire partir des gens à la retraite, et ça l'a mis hors de lui. Et de ce point de vue-là, il tente quelque chose. Là, il se trouve que ça n'a pas prospéré. Mais si ça avait prospéré, alors bien sûr, là, sachez que le réseau URSSAF, il fonctionne très bien, la branche recouvrement, elle fonctionne très bien, et immédiatement, bien évidemment, ils se font le tam-tam, et bien évidemment, à ce moment-là, on aurait une multiplication de la pratique de la part des URSSAF. Donc, il faut effectivement rester vigilant et appeler, bien sûr, à une sécurisation des dispositifs.